Bien, merci Julien et merci à toute l'équipe de R Grenoble de m'accueillir. Donc pour la présentation de mon nouveau livre, Sionisme et mondialisme, qui est sorti il y a 15 jours, avec un sous-titre, Le sionisme de ses origines au Troisième Reich, 1895-1941. Alors, le sujet est délicat à traiter. Parler du sionisme, parler du nazisme, connaître les origines, les conflits, sujet délicat, mais j'ai tenu à le faire. Et je vais vous présenter d'abord, d'un point de vue général, ce livre. Il fait environ 500 pages. Vous avez 280 pages de rédaction de ma part et environ 220 pages de pièces, d'annexes. En fait, ce sont des pièces d'archives. 22 en allemand, entièrement traduit en français. 3 en anglais, entièrement traduit en français. Une annexe en latin, tout en latin, et c'est entièrement traduit en français. Et cette pièce d'archive, elle est même en papier glacé exceptionnellement, vu la qualité et l'information révélée. J'ai voulu que ça soit en papier glacé pour... bon. Et une en français, ça, bon. Alors, la partie écrite, 280 pages, 2 parties. La première partie, c'est, pour la première fois, la présentation complète des carnets complets, donc, de Theodor Herzl, le fondateur du sionisme. Ça n'a jamais été fait. Et j'ai vraiment voulu les présenter, les synthétiser en lien avec son ouvrage clé, Der Judenstaat, littéralement l'État des Juifs, au pluriel. Et la deuxième partie, ce sont les relations entre nazis et sionistes, avec le fameux accord de la Havara. Havara en hébreu c'est transfert, signé en août 1933, et ces relations qui vont durer jusqu'en 1941. Et entre donc la première et la deuxième partie, il y a évidemment une période de soudure pour faire le lien entre la mort de Herzl, puis ensuite Première Guerre mondiale, etc., jusqu'à l'arrivée d'Hitler en janvier 1933. Voilà, présentation générale du bouquin. Première partie. Les carnets complets de Theodor Herzl me tenaient à cœur depuis des années. Je n'avais que des extraits. Ces carnets sont introuvables. Il m'a fallu des années, et je faisais des recherches en français, en anglais, en allemand, épuisé. Et un jour, comment j'y suis arrivé, je suis tombé sur le site d'une librairie de New York qui les vendait. C'est dans un boîtier en 5 volumes. Et ô merveille, ils étaient donc disponibles. Et je ne vous dis pas le prix que ça m'a... C'était conséquent, mais quand on aime, on y va. Les 5 volumes des carnets de Herzl, 2000 pages, c'est 4 volumes rédigé de sa main, et le 5e volume, rédigé par l'éditeur en lien avec la Fondation Herzl et les archives centrales sionistes. Ils ont collaboré, ils ont travaillé entre eux, pour présenter, dans le 5e volume, une liste des noms et des instituts fréquenté par Herzl durant son époque. Herzl, c'est 1860-1904, mais je vais en parler dans quelques minutes de l'homme Herzl. Et ce 5e volume est absolument capital parce que ces élites juives, Fondation Herzl, etc., donnent des informations connues vraiment que d'eux, voire même que du milieu familial de Herzl. Et je vais vous citer 2 exemples. Premier, à un moment donné, dans les carnets de Herzl, il rencontre un certain Alfred Spitzer, qui était l'homme de confiance, le secrétaire des Rothschild de Paris. Donc déjà, on voit tout de suite l'importance du personnage. Comment il a fait ça pour le rencontrer? Eh bien, dans le 5e volume, il y a une courte notice consacrée à Alfred Spitzer. Et qu'est-ce qu'on lit? Alfred Spitzer était une connaissance personnelle de la mère de Theodor Herzl. Vous voyez tout de suite l'information majeure qui n'était connu que du milieu familial de Herzl, qui a été ensuite connu des collaborateurs de Herzl, et ensuite ça s'est retrouvé dans ce livre. Autre exemple, vous avez les codes utilisés par Herzl avec ses collaborateurs pour désigner telle ou telle personne sans le désigner. Un code, vraiment un code secret. Par exemple, pour parler de l'empereur Guillaume II, c'est le neveu. Pour parler du grand-duc de Bade, j'en parlerai tout à l'heure, c'est le vieux. Pour parler du sultan Abdulhamid, alors lui, il a 3 codes. La bière et 2 codes juifs. Lévi ou Code, C-O-H-N. Donc on a vraiment le cœur de la bête sioniste.
Et donc, ces carnets ont été écrits par Herzl de 1895 à 1904. Et Herzl, le carnet se termine au mois de mai 1904, et Herzl meurt à l'âge de 44 ans en juillet 1904, problème cardiaque. Bon. Voyez-vous, il y a une chose que je voulais faire, que je fais toujours, quand on veut s'intéresser à quelqu'un et le connaître, il ne faut pas regarder son compte en banque. Il faut voir son origine sociale. C'est ça qu'il faut connaître. Et je vais vous révéler l'homme Herzl et sa famille. Ça n'a jamais été fait. J'ai voulu connaître la personnalité de cet homme, grâce à ses carnets déjà, mais aussi par d'autres lectures. D'abord, son origine sociale. Il était issu d'un milieu aisé, germanophone, de Budapest. Milieu d'industriel. Milieu aisé, et il fait des études de droit, il devient docteur en droit, et il va être journaliste dans un journal viennois réputé qui était la Neue Freie Presse. C'est son métier de journaliste. Et milieu aisé de la bourgeoisie juive hongroise, installée à Vienne. Sa mère était une demoiselle diamant. Je n'ai pas fait exprès. Il se marie. Et la chose qu'il faut se poser comme question, est-ce qu'ils ont formé un bon couple? Et la vie du couple détermine tout. La vie du couple de Herzl, ça a été un échec complet. La femme qu'il rencontre s'appelait Julie Naschauer, elle aussi issue d'un milieu aisé, de la bourgeoisie juive aisée. Un couple raté, loupé complètement. C'est bien simple, Herzl a pensé plus d'une fois à divorcer, mais le contexte de l'époque, fin 19e siècle, c'est marié en 1889, ça ne se faisait pas. C'est très important de souligner ça parce que le couple raté fait que Herzl restait à la maison. Bon. La cause sioniste a été la véritable épouse de Theodor Herzl. Et d'une certaine manière, il aurait formé un bon couple. La cause sioniste, je ne dis pas qu'il n'aurait rien fait, mais ne serait pas vraiment tenu à cœur, cet homme. Finalement, le couple raté, il a cherché une compensation, une sorte d'aventure amoureuse, et c'est un homme avec une personnalité extraordinaire qui s'est vraiment dévoué à la cause sioniste. Sa femme, Julie Naschauer, va devenir folle. Herzl meurt en 1904, elle meurt 3 ans plus tard, en 1907, dans un hôpital psychiatrique de Vienne. Donc vous voyez un couple raté, une femme hystérique, folle, vous voyez l'ambiance. Ils ont quand même réussi à faire 3 enfants. 2 filles, un garçon. Pauline, Hans, Margarita, qui portait un surnom, Trude. Comment ces enfants, ils ont grandi dans ce milieu? Avec un couple raté, un mari, Theodor Herzl, partant ailleurs, et il a voyagé en Europe continuellement, et une mère folle. Eh bien, Pauline, dans les années 30, est morte à Bordeaux d'une overdose de drogue. Elle était nymphomane, elle avait aussi la raison qui flottait. Son frère Hans apprend sa mort. Il file à Bordeaux. Arrivé dans sa chambre d'hôtel, il se suicide. Et les 2. La troisième, Margarita, dite Trude, se marie avec Richard Neumann, il a aussi couple aisé, la bourgeoisie aisée. Ils ont un enfant, un fils, Stephen Theodor Neumann, l'unique petit enfant, l'unique petit-fils de Theodor Herzl. Et sa mère, donc, Theodor Stephen, Margarita, devient folle. Et folle, elle est déportée au camp nazi de Theresienstadt. Elle y meurt. Quelque temps auparavant, avant sa déportation, le fils, Stephen Theodor, est envoyé en Angleterre. Et il va s'engager durant la Seconde Guerre mondiale dans l'armée britannique, il est capitaine. En 1946, l'unique petit-fils de Theodor Herzl se suicide. La famille Herzl s'est autodétruite par la folie, la drogue, les suicides. Le sionisme est né dans ce milieu familial psychologiquement complètement désaxé. Et cerise sur le gâteau, si je puis dire, Theodor Herzl avait un seul ami, un juif allemand, qui s'appelait Heinrich Kahner. Heinrich Kahner se suicide.
c'est effarant. Le sionisme est parti de là. Alors, je tiens à préciser, d'un point de vue spirituel, messianique, le sionisme, c'est bien plus ancien, mais l'homme qui a permis au sionisme de démarrer, c'est venu d'un milieu familial psychologiquement détraqué. Et quand un système naît dans un cadre aussi déséquilibré, il ne peut pas être bon. Vous savez, c'est comme la Révolution française, qui est née avec la mise à mort de la famille royale française, Louis XVI, Marie-Antoinette, avec un petit garçon, Louis XVII, à qui on faisait boire et qu'on lui faisait signer le papier disant qu'il couche avec sa mère, enfin des trucs comme ça. Quand un système naît dans un cadre aussi pourri, il ne peut pas être bon. Bon. Donc vous voyez, la famille Herzl, c'est bon, pas terrible. Et c'est très important, il faut toujours connaître ça. Parce que derrière les événements historiques, on a des êtres humains avec leurs qualités, leurs forces, et là, une famille détruite. Folie, drogue, suicide. C'est quand même révélateur d'une situation. Nous sommes fin 19e siècle, nous sommes dans une époque où l'antisémitisme monte en puissance, et Herzl réagit à cet antisémitisme en voulant créer un État juif. C'est son idéal, et un État juif qui finalement n'est que le reflet d'une longue tradition. Parce que voyez-vous, quand on parle du sionisme, déjà il faut savoir que le mot sionisme, c'est pas Herzl qui l'a inventé, au XIXe siècle c'est un juif autrichien qui s'appelait Nathan Birnbaum. Le sionisme n'est que la énième tentative de la part de certaines élites juives d'imposer un idéal où l'État juif doit voir le jour pour imposer, finalement selon la lecture littérale de l'Ancien Testament, la domination d'Israël sur les autres nations. J'ai bien dit littéral, dans ce sens que, en fait, les Hébreux de cette époque, de moins 1000, moins 800 avant Jésus-Christ, étant de rudes gaillards, comme tous les peuples de cette époque, les écrits de l'Ancien Testament, enfin la Torah, enfin la Bible hébraïque, c'était des écrits pour des populations, comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, populations dures, violentes, sensuelles, grossières par certains aspects. Il leur fallait donc des présentations sensuelles d'un Israël imposant ses vues. Et ils n'ont pas compris, ces Juifs, que cet Israël en question, c'était l'annonce de l'Église, imposant et étendant son manteau sur les nations. Ils sont restés au texte littéral. Et cette annonce d'un Messie arrivant en la personne du Christ, avec entre autres le prophète Michée, chapitre 5, qui dit que le Messie naîtra à Bethléem, il y a eu un refus d'une grande partie des Juifs à reconnaître le Messie, le Christ, à la fois vrai homme et vrai Dieu, comme le Fils de Dieu incarné. Et ces Juifs sont restés fidèles à cet idéal de la gloire, d'une gloire matérielle d'Israël, imposant ses vues et sa domination au monde entier. Et cette caractéristique, elle perdure siècle après siècle jusqu'à aujourd'hui. Et le sionisme n'est que la énième tentative d'imposer cet idéal qu'on retrouve déjà avec Shimon Bar Kokhba en 132, quand il se révolte contre les Romains, où il trucide toute une légion romaine, et l'empereur Adrien, je crois, il mobilise entre un tiers et la moitié de l'armée romaine pour avoir sa peau, et Shimon Bar Kokhba, qui se présentait comme le Messie, qui voulait rétablir la gloire d'Israël, une gloire matérielle, purement terrestre, ils vont être battus dans la fameuse forteresse du Bétar. Donc vraiment, cette tradition juive repose sur le refus du Messie, du Christ, et cette volonté, d'avoir une vision purement matérielle des choses et uniquement la gloire d'Israël. Bon. Et cet idéal qu'on voit chez Theodor Herzl, qui ne fait que reprendre cette idée ancienne, on le voit entre autres dans ses carnets, où cet État juif qu'il veut voir doit dominer une humanité unie. Et là, première citation. Que dit Herzl? Un ami qui lui parle du sujet. Il répond, Herzl, je cite, « Rien ne nous empêche d'être et de rester les représentants d'une humanité une, tout en étant chez nous, sur notre propre sol, pour atteindre cet objectif. Nous n'avons pas besoin, en fait, de continuer à résider parmi les nations qui nous haïssent et nous méprisent. Si nous voulons réaliser cette idée universelle d'une humanité sans frontières dans les circonstances présentes, nous aurons à combattre l'idée de patriotisme. » Vous voyez, c'est très intéressant, c'est dans ces carnets. Alors évidemment, il y a à peu près 800 notes de bas de page pour ce bouquin. Je peux vous dire que les carnets complets de Herzl, parfois, m'ont bouleversé par les révélations. C'est la première fois que ça sort en France,
Et vous allez voir, j'espère que vous allez être bouleversés avec les remarques que je vais vous citer. Donc il y a déjà dans l'idéal de sioniste Herzl un État juif avec une humanité une, sans frontières et attention, disparition des nations, car il faut faire disparaître le patriotisme. En toutes lettres dans ses carnets. Je me suis donc empressé de les recopier et de mettre la note de bas de page qui va avec. Nous sommes fin 19e siècle, et nous sommes dans une période de tension entre deux empires. Enfin, il y en a plusieurs, mais il y en a deux en particulier, l'Empire allemand, l'Empire terrestre, Guillaume II, qui veut imposer une Allemagne avec sa place au soleil, et en particulier un projet, j'en ai déjà parlé, qui est le Bagdad-Bahn, cette fameuse voie ferrée, qui partait de Hambourg, traversait l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, le talon d'Achille c'était la Serbie, puis ensuite l'Empire ottoman, jusqu'au Koweït. Et cette ligne ferroviaire était un oléoduc sur rail, car on avait trouvé d'immenses réserves de pétrole au niveau de la Mésopotamie, l'actuel Irak, Kirkouk, Mossoul. Et l'idéal, c'était donc de pouvoir contrôler la production de pétrole et son acheminement. Et celui qui contrôlait le robinet du pétrole déterminait l'avenir du monde. Et il y a un pays qui n'aimait pas du tout ce genre de situation, c'était l'empire thalassocratique, l'empire des mers britannique, qui depuis 1815, depuis sa victoire face à Napoléon, cherchait à maintenir sa suprématie. Et les Anglais, enfin les élites anglaises, et quand je dis les élites anglaises, il faut toujours dire la City de Londres, ne voulaient surtout pas voir les Allemands, Berlin, contrôler à la fois le pétrole, qui va être vraiment exploité qu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, au dépens du charbon, cette voie ferrée qui devait être construite donc jusqu'au Koweït, avec qui plus est construction d'une base navale allemande au niveau du Koweït pour enquiquiner les Anglais, sous-entendu l'Inde, la perle de l'Empire, donc les Anglais ils étaient évanescents. Donc vous avez une bagarre. Et Herzl est parfaitement conscient de cette opposition entre l'Empire des terres et l'Empire des mers. Et il va faire, pardonnez-moi l'expression, faire la danse du ventre entre Berlin et Londres, et se vendre au plus offrant. Et c'est à celui qui se donnera le plus, qui récoltera finalement ce que demandent Herzl et ses sbires, c'est-à-dire la création d'un État juif. Et là, il faut comprendre une chose, c'est que le monde juif, il est fractionné. On peut essentiellement distinguer trois groupes, en sachant que quelquefois il y a des sous-groupes, mais essentiellement trois groupes. Le premier groupe juif, c'est le groupe de la Haskalah, les Lumières juives, issues de la Révolution française, qui consiste à dire que l'aspect religieux doit rester purement dans le privé, pas dans la sphère publique. Avant 1789, la France était catholique, et c'est une organisation privée et publique à 100%. C'est-à-dire que le roi de France était le lieutenant du Christ, et l'organisation politique de la France était que le catholicisme était présent dans la vie politique française. C'est-à-dire que le roi de France était le lieutenant du Christ et devait organiser la société de telle manière que ses sujets devaient gagner le ciel. Alors évidemment, vous avez l'homme et la fonction qui est parfaite, puis l'homme, plus ou moins à la hauteur, mais on est sur Terre. Bien. Et les Juifs, avec la révolution messianique de 1789, car la révolution de 1789 est des sangs juives, et d'ailleurs j'en parle dans mondialisme, sionisme et mondialisme, j'ai eu l'occasion de consulter les archives israélites à la bibliothèque François Mitterrand, qui sont sur microfilm. Ils vous disent tout net que la révolution de 89 est d'essence hébraïque. Car il y a eu, comme ils le disent, le départ de l'aspect catholique de la sphère politique avec la mise en place des droits de l'homme. Et les droits de l'homme, c'est du noachisme déguisé. C'est-à-dire, tout est rationalisé et en même temps, il y a le refus et le rejet des principes catholiques. Et tout est mis dans la sphère du privé, c'est-à-dire que les catholiques peuvent exercer un titre privé, mais le principe catholique n'agit plus dans le domaine politique. Bon. Et donc ça, c'est le principe de la Scala qui perdure jusqu'à aujourd'hui. La deuxième faction juive, c'est la faction donc sioniste, qui cherche à imposer un État juif dans le monde, et ça commence bien avant donc Théodore Herzl. Théodore Herzl va accélérer le processus. Et puis la troisième faction, c'est la faction bolchevique. Et là, c'est très intéressant parce que les mouvements révolutionnaires sont essentiellement d'essence juive. Et quand on lit les carnets de Herzl, il le dit, ou ses interlocuteurs russes et autrichiens le disent. Je vais vous citer un exemple. Je cite Herzl quand il parle
du rôle des Juifs dans cette histoire. Il dit, je le cite, « Il n'est pas possible d'annuler l'égalité juridique des Juifs là où elle existe. » Je rappelle que dans le cas de la France, et la France ensuite, avec la Révolution et Napoléon, a répandu ses principes, avant 1789, pour être français, il fallait être catholique. Et ce sont les Juifs qui ont cassé le système. 14 tentatives, 14 échecs. À la 15e tentative, en septembre 1791, ils réussissent à imposer cette rupture où désormais les Juifs, en septembre 1791, ont le droit d'être français. Et ça, c'est un événement énorme, car à partir du moment où les Juifs ont eu le droit d'être français, d'autres populations appartenant à d'autres religions pouvaient elles aussi devenir françaises. Ce qui a fait dire à cette époque à un représentant révolutionnaire d'esprit hébraïsant qu'après la naturalisation des Juifs, les Turcs, les musulmans et autres sectes religieuses pourront jouir des mêmes droits politiques. C'est la Révolution française qui a ouvert la porte. Ça, il faut bien comprendre. Et quand on lit les carnets complets de Herzl, il le confirme, et les archives israéliennes en particulier. C'est très intéressant de voir ça. Les Juifs ont ouvert la porte. Alors, donc je reprends la citation de Herzl, il n'est pas possible d'annuler l'égalité juridique des Juifs là où elle existe, non seulement parce que cela serait contraire à la conscience moderne, mais aussi parce que tous les Juifs, pauvres et riches, se jetteraient dans les partis révolutionnaires. Dans la population, l'antisémitisme croît de jour en jour, d'heure en heure. Il ne cessera pas de croître, car ces causes continuent d'exister et ne peuvent être écartées. Écoutez ce passage. Vers le bas, nous sommes prolétarisés en révolutionnaires et fournissons ainsi les sous-officiers des partis révolutionnaires, alors qu'en même temps, vers le haut, notre pouvoir financier ne cesse de grandir. Fin 19e siècle. Description pleine d'avenir. Donc, voilà les trois grandes factions juives. Il y a une chose qui m'a frappé en lisant les carnets de Herzl, c'est que les factions juives qui composent ce monde, ces factions entre elles ont un comportement de chacal, de hyène. Les vacheries entre ces groupes juifs épouvantables, à un tel point que Herzl s'en plaint, il subit des attaques, et il dit à un moment donné, et je cite sa phrase, en raison de ces attaques de ces groupes juifs contre lui, je cite, « De sorte que je vais commencer à avoir le droit d'être le plus grand de tous les antisémites. » Tellement il en a marre. Révélateur. Je vais vous donner une petite information. Herzl avait demandé... D'abord, Herzl, il en avait tellement assez de ces attaques de ces clans juifs contre lui, il dit « Ah, ça y est, j'ai trouvé la phrase que je voudrais qu'on mette sur ma tombe comme épitaphe. » Et bon, Herzl a été enterré à Vienne et il avait demandé qu'après la création de l'État juif, son corps soit transféré dans l'État d'Israël. Les autorités israéliennes se sont bien gardées de mettre la phrase que l'on trouve dans ses carnets et qu'il voulait qu'on mette sur sa tombe. La phrase est très courte, légèrement ironique. Il en avait tellement marre de ces coreligionnaires qu'il a écrit pour son épitaphe « Il avait une trop bonne opinion des Juifs ». Évidemment, en face, on dit « Non, on ne va pas mettre ça, les gars. » Voilà. Mais c'est dans ses carnets. Vous dire, c'est de l'acide. Hein. Effarant les bagarres entre clans juifs. Effarant. Et j'avoue... Bon. Alors, il y a une chose que les carnets complets d'Herzl permettent de comprendre, c'est l'existence non pas d'un état profond, mais des états profonds. Ça, c'est un concept qu'il faut retenir parce qu'il est toujours vrai aujourd'hui. Il n'y avait pas à son époque un état profond allemand, il y avait des états profonds avec des rivalités internes. Il y avait des états profonds russes, des états profonds anglais, des états profonds ottomans. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, pareil avec Internet, les réseaux sociaux simplement en plus. Quand on parle de l'état profond américain, non, il y a des états profonds, minimum deux. Il y a un état profond qui est derrière Trump. Trump ne tiendrait jamais s'il n'y avait pas une fraction ou une faction de l'état profond à ses côtés. Donc ce sont des bagarres internes. Et là, vraiment, les carnets complets, je savais, mais avec Herzl, c'est vraiment bien plus précis, on a une photo des coulisses des états profonds et des rivalités internes et des trahisons. Et un tel qui rejoint tel groupe, ou qui rejoint officiellement tel groupe, mais qui n'a pas rejoint en fait. Enfin bref, un capharnaüm. Bon, non, très important. Alors, le point qu'il faut retenir de
de toutes ces guerres entre clans, c'est à qui va revenir, quel pays va pouvoir donc façonner l'idéal d'Herzl, faire en sorte qu'il y ait un État juif avec tout ce qui va avec, donc voie ferrée, etc. Berlin ou Londres. Et Herzl va, apporter une information très intéressante. En effet, il a parfaitement compris qu'il y a une guerre entre le monde terrestre allemand et la puissance maritime anglaise. Mais surtout, ce qui montre dans ses carnets, c'est qu'il y a une guerre interne au sein du mouvement sioniste. Il y a une faction sioniste allemande qui soutient Berlin et le projet de Berlin, et vous avez une faction sioniste qui soutient, elle, Londres, la City de Londres. Et donc vous avez une guerre interne au sein du mouvement sioniste dès sa naissance. Et je vais citer Herzl. Le passage est extraordinaire. C'est suite à un entretien qu'il a eu avec le grand-duc de Bade, qui était le conseiller intime de l'empereur Guillaume II. Il dit ceci, je cite Herzl. « Afin que cela ne devienne pas fastidieux, je donnerai arrivé à ce point la conclusion de ces diverses successions d'idées. La question est, devons-nous obtenir une protection allemande ou anglaise ?» Voilà, c'est-à-dire l'idéal d'un État juif, avec sa voie ferrée, le contrôle du pétrole, c'est Londres ou Berlin. Donc, la question est, devons-nous obtenir une protection allemande ou anglaise? Le protectorat de toute autre puissance est à présent hors de question. Aujourd'hui, notre mouvement est orienté vers un protectorat allemand. Compte tenu de la bonne fortune qui m'a permis de prendre contact avec votre Altesse royale, le duc de Bade, ceci a été une pensée constante, chose à laquelle je suis naturellement enclin, de par mon éducation et de par ma qualité d'homme de lettres allemand, que nous devons axer nos efforts afin d'obtenir la protection de l'Empire allemand et de la loi allemande. L'inclination de la politique allemande, récemment reconnue, de prendre pied plus à l'Est, l'intérêt religieux et politique de la part de Sa Majesté l'Empereur Guillaume II, concernant la terre de nos pères, le fait notoire que l'influence allemande en Turquie est devenue prédominante, c'était ce passage, tout cela a renforcé au sein de notre mouvement l'opinion que je représente, en opposition avec ceux qui considèrent une protection anglaise comme souhaitable. Donc, bagarre au sein du mouvement sioniste. Il convient de prendre une décision à brève échéance. Maintenant, je crois fermement que même dans l'éventualité de l'établissement d'une société foncière conforme au droit civil avec son siège en Angleterre, cela n'exclut pas la possibilité d'avoir un règlement établi sous l'égide d'une protection allemande dans le cadre du droit international et à une date ultérieure, peut-être une sorte de coprotectorat germano-anglais, mais qui peut prévoir les complications, les difficultés qui pourraient alors surgir. Voilà. La guerre de 14, elle est là, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, l'Alsace-Lorraine, vous n'aurez pas l'Alsace-Lorraine, ça c'était la carotte pour les Français, les Allemands de base. Mais le vrai conflit, c'était, il y a un foyer juif qui va devenir un État. Est-ce qu'il va être sous la direction de Berlin ou de Londres, avec le pétrole et les voies ferrées? Et donc vous avez une faction sioniste allemande qui dit, nous, ça sera sous la direction de Berlin, et l'autre, une faction sioniste qui dit, non, là, ça sera la City de Londres. Et c'est la bagarre. C'est la bagarre, et elle est tellement juste, cette bagarre, que la Première Guerre mondiale, vous avez la fameuse déclaration Balfour. En 1917, reconnaissance par le gouvernement britannique d'un foyer juif en Palestine. Et en fait, et ça j'ai déjà eu l'occasion de le dire, le véritable rédacteur de la déclaration Balfour, ce n'est pas James Arthur Balfour, c'est Alfred Milner, qui était le fils spirituel de Cecil Rhodes. Cecil Rhodes, c'est lui qui a été à l'origine de la création de l'État sud-africain, de la Rhodésie du Nord, Rhodésie du Sud, Zimbabwe et Zambie. Et Rhodes était financé par Rothschild. Rhodes était aussi le patron de l'industrie de Beers. Et c'est Rhodes qui est à l'origine de la création des bourses d'études Cecil Rhodes. Et c'est Alfred Milner qui, après sa mort en 1914, va lancer les bourses d'études Cecil Rhodes. Bill Clinton a été un boursier Cecil Rhodes et il a fait son stage au début des années 70 à Moscou. Pour info. Bon. La guerre de 14-18, c'est en fait une bagarre entre deux clans sionistes se servant des rivalités entre la puissance maritime anglaise et la puissance terrestre allemande avec la France, la Russie, etc. Alors, l'information, elle a été officialisée, dans ce sens que
dans cette guerre de 14, ce sont les Allemands qui ont perdu, mais parce que les États-Unis se sont rangés du côté anglais et français. Les États-Unis auraient pu se ranger du côté allemand. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Cette information était tellement importante que je l'ai mise dans Atlas mondialisme, qui va être réimprimé, rassurez-vous. Je l'ai mise aussi dans Archimondialisme et je l'ai remise dans Sionisme et mondialisme. Pourquoi? L'information a été révélée en 1937 par le gouvernement britannique qui a lancé ce qu'on appelait la commission Peel, P2EL, pour essayer de régler les problèmes en Palestine, à l'époque sous mandat britannique. Et cette commission Peel, sous l'égide du gouvernement britannique, a fait venir, en 1937 donc, le Premier ministre anglais, Lloyd George, qui avait été Premier ministre de 1916 à 1922. Et c'est lui qui a lâché le morceau. Je vais vous lire le passage. Donc, c'est la commission Peel. Je cite. Le lancement de la déclaration Balfour fut à cette époque motivé à des fins de propagande. Et Lloyd George souligna la gravité de la position dans laquelle étaient les Alliés. Les Roumains avaient été écrasés, l'armée russe était démoralisée, l'armée française était incapable de lancer une offensive à une large échelle. Les Italiens avaient subi une sévère défaite à Caporetto. Les sous-marins allemands avaient coulé des milliers de tonnes de fret britannique. Aucune division américaine n'était encore disponible dans les tranchées. Dans cette situation critique, on pensait d'une façon ou d'une autre que la sympathie de la communauté juive, ou l'inverse, ferait notablement la différence pour ce qui était de la cause alliée. La sympathie juive pour les Alliés conforterait en particulier le soutien de la communauté juive américaine et rendrait difficile pour l'Allemagne de réduire ses engagements militaires pour améliorer sa posture économique sur le front de l'Est. Voici les circonstances dans lesquelles le gouvernement britannique promulgua la déclaration Balfour. Les chefs sionistes, nous informa Lloyd George, nous ont donné la promesse formelle que si les Alliés s'engageaient à fournir des moyens facilitant l'établissement d'un foyer national pour les Juifs en Palestine, ils feraient de leur mieux pour rallier les sentiments et le soutien des Juifs à travers le monde entier à la cause des Alliés. Ils ont tenu parole. Je continue la citation de la commission Peel, texte officiel, pages 23 et 24. Afin d'informer les Juifs du monde entier de cette déclaration, des millions de tracts circulèrent dans toutes les communautés juives. Ils furent largués depuis le ciel au-dessus des villes allemandes et autrichiennes et largement diffusés à travers la ceinture regroupant des communautés juives allant de la Pologne à la mer Noire. Les puissances centrales, entre-temps, avaient reconnu l'importance militaire de l'engagement juif. Au moment de la déclaration Balfour, le gouvernement allemand faisait tout ce qu'il pouvait pour gagner le mouvement sioniste à sa cause. Et après la déclaration, il se hâta, en lien avec son allié turc, de formuler une proposition rivale. Une compagnie régie par une charte fut envisagée au profit des sionistes allemands. Elle aurait eu une forme limitée d'autogouvernement local et un droit d'immigration vers la Palestine. À la fin de 1917, on savait que les Turcs étaient désireux d'accepter un accord selon ces grandes lignes. Mais avant que ces concessions ne fussent finalement confirmées à Constantinople, la Palestine se retrouva entre les mains du général Allenby. Pensez au film avec Peter O'Toole, Laurence d'Arabie, c'est ça. Et le passage que je vous ai cité, il est donc dans Sionisme mondialisme, mais c'est surtout la pièce d'archive montrant les tentatives germano-turques d'établir ce foyer juif en Palestine en 1917 que j'ai retrouvé et qui est dans Archives mondialisme et entièrement traduit en français. Donc vous voyez, c'est une bagarre entre deux clans. Et donc la victoire alliée, et en priorité anglo-saxonne, fait que le mouvement sioniste va connaître une mutation. Élément révélateur, le mouvement sioniste, avant la guerre de 14-18, était à Berlin. En 1920, il déménage et s'installe à Londres, la maison mère. Petite information révélatrice, ces milieux juifs, il y a, j'allais dire, une aristocratie juive dans ce sens qui se refile le bébé génération après génération. Le mandat britannique sur la Palestine commence en 1920, mais en fait, officiellement en 1922 avec la SDN, la Société des Nations. Le premier haut commissaire anglais pour la Palestine, c'est un juif anglais qui s'appelait Herbert Samuel. Herbert Samuel était le neveu du banquier Samuel Montagu, grand ami de Theodor Herzl. Donc c'est très intéressant de voir cette généalogie
le nommé Herbert Samuel connaissait très bien Herzl via son oncle, et donc il continue l'œuvre d'Herzl. Bon. Le lendemain de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne est écrasée, traité de Versailles, et, comme je vous l'ai dit, l'Organisation sioniste mondiale déménage de Berlin à Londres. Vous avez, dans les années 20, une République de Weimar fragilisée, et création, en 1929, de l'Agence juive, qui est une sorte de pré-gouvernement du futur État israélien. Ça y est, on commence après la création du foyer juif en Palestine en 1917, création de l'Agence juive, qui est une sorte de pré-gouvernement avant l'heure. Et arrive la crise de 29, l'économie allemande est dévastée, les Allemands crèvent de faim, c'est vraiment un malheur, avec 6 millions de chômeurs, en fait, il y avait officiellement, en fait, c'était 9 millions, et Hitler arrive au pouvoir en janvier 1933. Alors, il faut savoir que lorsqu'il arrive au pouvoir en 1933, Hitler, le monde juif allemand n'est pas sioniste. La fédération sioniste allemande est ultra minoritaire. Elle ne représente que 2% de la population juive allemande. En fait, les juifs allemands étaient, à une très large majorité, des juifs acquis à la Haskalah, aux lumières juives, c'est-à-dire que l'idéal juif reste dans le domaine du privé et dans la vie publique, ces juifs allemands se considéraient comme allemands et dévoués à la cause de l'Allemagne, etc. Alors que pour les sionistes allemands minoritaires, ils ne se reconnaissaient pas comme allemands et ils estimaient que leur véritable pays, ce n'était pas l'Allemagne, mais Israël, enfin le futur État juif. Cette fédération sioniste allemande avait un journal, le Jüdische Rundschau, que j'ai consulté largement et qu'on peut consulter. Il est sur le site de l'université Goethe. Vous tapez Jüdische Rundschau, Goethe Universität, vous avez tous les numéros. Il n'y a qu'à lire. Bon. Alors, je vous ai dit que les sionistes allemands étaient ultra minoritaires et pourtant ils vont s'imposer dans le paysage politique allemand. Comment la chose s'est faite? Hitler arrive au pouvoir le 30 janvier 1933 et les mesures contre l'Allemagne tombent avec un boycott contre l'Allemagne. Alors, il faut savoir que, je l'ai fait déjà pour Archives, j'ai republié le document officiel du mois de mars 1933 du Daily Express où la Judée déclare la guerre à l'Allemagne. C'est l'original. Les numéros qui sont, enfin cette page qui est sur Internet est falsifiée. C'est l'original que j'ai trouvé et qui est vraiment le véritable document du lancement du boycott en mars 1933 contre l'Allemagne. Mais là aussi, il faut comprendre, le monde juif, il est divers. Il y a ceux qui veulent un boycott violent contre l'Allemagne, c'est-à-dire on n'achète rien, et l'économie allemande se casse la figure, et Hitler avec. Il y a ceux qui veulent un boycott, ouais, les apparences, on ne va pas trop tirer sur la boutique. Et puis, troisième groupe, celui qui ne veut absolument pas de boycott contre l'Allemagne. Et ce groupe-là, ce sont les sionistes allemands. Ils ne veulent surtout pas de boycott, car ils veulent une immigration juive vers la Palestine, et pour cela, il faut une économie allemande solide. Donc les sionistes allemands ne veulent surtout pas de boycott. Et entre ces milieux juifs, ils se tirent dans les pattes. Alors, il y a une chose qu'il faut savoir. Comment ces sionistes allemands se sont imposés? Eh bien, la date, c'est le 22 mars 1933. En raison de ces mesures boycott établies par essentiellement les Anglais et les Américains, enfin un peu les autres pays européens, le 22 mars 1933, Göring convoque à son bureau les 3 grandes organisations juives allemandes, mais pas les sionistes. En fait, ces 3 organisations juives allemandes, c'était des organisations acquises au principe de la Scala, donc des organisations allemandes qui avaient une vision purement, en tout cas essentiellement nationale. Quelques heures avant cette rencontre, les sionistes allemands apprennent qu'il y a cette rencontre importante entre Göring et les grands dirigeants des organisations juives. Et ils se font des pieds et des mains pour être le 4e groupe. Et devant les visages sidérés
des grandes organisations juives allemandes, libérales et acquises à la Scala. Vous avez Martin Rosenbluth et Kurt Blumenfeld qui se présentent dans l'antichambre précédant le bureau de Göring. Et ce petit groupe de juifs sionistes et antisionistes se disputent absolument pas, ils se disputent dans l'antichambre du bureau menant à Göring. Et quand ils ont été présentés à Göring, ils ont présenté une façade d'honorabilité. Göring, au début, s'adresse uniquement, enfin surtout essentiellement, aux trois grandes organisations juives, qui sont numériquement les plus importants. Les sionistes sont 2%, c'est rien, bon, ils sont là, bon d'accord, ça s'arrête là. Et Göring leur dit, écoutez, le boycott, il faut que ça s'arrête, et vous allez demander à vos amis juifs des États-Unis, d'Angleterre, etc., d'arrêter ce boycott. Et les représentants juifs allemands disent, écoutez, monsieur Göring, mais nous, on a très peu de contacts avec ces juifs d'Angleterre et des États-Unis. Certes, on a des contacts parce qu'on est juifs, etc., mais notre horizon politique est allemand. Ça s'arrête là. Et c'est là où Kurt Blumenfeld dit, mais nous aussi, on a des contacts avec l'étranger. Parce que la Fédération sioniste allemande, c'est qu'une branche. La maison mère, c'est l'organisation sioniste mondiale, elle est à Londres, c'est entendu à côté de la City de Londres. Et là, les yeux de Göring scintillent. Et là, il a compris qu'il faut s'adresser aux sionistes numériquement faibles, mais qui tapent à la bonne porte, aux portes de l'Empire britannique. C'est la bascule. Alors, à partir de mars 1933, jusqu'à août 1933, qui va aboutir à ce fameux accord de la Havara, Havara transfert en hébreu, vous allez avoir des conciliabules, des tensions, et la volonté de construire tout un programme ayant pour but de faire en sorte que les juifs allemands puissent aller s'établir en Israël, enfin en Palestine, sous mandat britannique, et avec des moments de tension. Et le but, c'est, je vais très court, je ne vais absolument pas rentrer dans les détails, les documents, je les ai traduits entièrement en français. L'objectif, c'est de former ces juifs allemands aux techniques agricoles, artisanales, horticoles, et munis d'un certificat, et uniquement munis d'un certificat, pouvoir s'établir en Palestine. Et vous avez les avoirs des juifs en Allemagne qui sont bloqués, et les exportations allemandes sont privilégiées en direction de l'économie palestinienne pour la muscler, pour la développer. Il y a plein de trucs techniques qui ont été ajoutés, je ne vous les raconte pas, c'est dans le livre. Et donc vous allez avoir un engagement dans la politique allemande, de l'économie allemande en direction de la Palestine, et je vous cite que deux noms. Il y a plein de personnes qui jouent un grand rôle, mais il y en a essentiellement deux, Sam Cohen et Chaim Arlosorov, qui vont poursuivre le même but, mais en se disputant aussi pour la mise en place de ce flux migratoire juif, avec un engagement de l'économie allemande en direction de la Palestine. Et c'est un combat entre ces deux hommes. Chaim Arlosorov sera assassiné fin juin 1933. Je rappelle donc l'accord d'Havara, c'est août 1933. On ne connaît pas les commanditaires de cet assassinat, il y a des hypothèses. Il y en a une en particulier. Le milieu juif est fractionné avec des groupes rivaux et ils se tirent dans les pattes. Et à un moment donné, un des représentants de ce mouvement juif allemand, qui s'appelait George Landauer, demande à Chaim Arlosorov de renouer le contact avec une ancienne petite amie allemande qu'il avait eue des années et des années avant, qui s'appelait Magda Friedlander. Et ce Chaim Arlosorov refuse. Pourquoi ce George Landauer avait poussé Chaim Arlosorov à renouer le contact avec une ancienne petite amie allemande? Eh bien parce que cette dernière, entre-temps, s'était mariée, et son nom d'épouse était Magda Goebbels. Et parmi les hypothèses de l'assassinat de Chaim Arlosorov, il y a le fait qu'il y avait des factions juives qui détestaient Chaim Arlosorov, je pense en partie, entre autres, à ce gros juif avec Jabotinsky, le parti révisionniste. Ah oui, c'est amusant, vous savez que le révisionnisme n'existe pas, mais le mot révisionniste, c'est le mot qu'ils utilisent pour le parti Jabotinsky, qui voulait le grand Israël. Là, le mot révisionnisme est accepté.
Donc il y a ça, il y a différentes hypothèses, mais on se demande, c'est une hypothèse, que peut-être que Goebbels savait que sa femme avait été auparavant la petite amie de Chaim Marlow-Soroff, un des hauts représentants du sionisme, et que ça la foutait mal dans le CV d'un nazi d'avoir sa femme qui avait fricoté. Voilà. C'est très intéressant de voir toutes ces coulisses. Bien. Donc l'objectif, ça a été de mettre en place tout un programme de formation des Juifs aux techniques agricoles, artisanales et horticoles. Et je peux vous dire qu'après cette formation, ce corps formé dans plus de 40 camps de formation en Allemagne a formé véritablement le corps embryonnaire de la jeune économie israélienne en 1948. C'est ça qui a permis, on peut dire que grosso modo, un cinquième, à peu près, un cinquième de la population juive de cette époque venait d'Allemagne et formait aux techniques agricoles, artisanales, etc. Donc formait vraiment l'embryon du corps économique du jeune État israélien en 1948. Alors, il y a une chose que je tiens à dire dans cette collaboration qui s'instaure, parce qu'il faut quand même utiliser le mot. Dans mon bouquin, j'ai parlé d'opposition et de collaboration entre sionistes et nazis en ajoutant, et ce ne fut pas un long fleuve tranquille dans tous les cas de figure, parce que il y avait des points communs, mais il y avait aussi des divergences. Il y a quand même une chose qu'il faut dire, c'est qu'en raison de cette collaboration entre ces deux milieux si opposés, les nazis voulaient se débarrasser des juifs, et les juifs sionistes se considéraient pas allemands et voulaient retourner en Israël, enfin en Palestine. Bon, bref, il y avait un terrain d'entente. Vous avez eu un SS qui s'appelait Mildenstein. Et Mildenstein va, avec le sioniste Kurt Turkler, faire une visite en Palestine. Ils vont y aller avec leurs épouses respectives. Et suite à cette visite, où ils vont visiter des camps sionistes, etc., à son retour, Mildenstein va écrire plusieurs articles dans la revue de Goebbels, qui s'appelait Der Angriff. Et Goebbels est tellement ravi des articles de Mildenstein sur son séjour en Palestine, qu'il va ordonner de frapper une médaille commémorative germano-sioniste, qui est sur la couverture, où vous avez, ça a été frappé une médaille commémorative en 1934, où vous avez d'un côté l'étoile de David avec la phrase « Un Nazi fährt nach Palästina », un nazi se rend en Palestine, et de l'autre côté la croix gammée « Und erzählt davon im Angriff », et le raconte dans l'Angriff, le journal. C'est très intéressant de voir que cette entente nazi-sioniste a été concrétisée par une médaille qui peut être, j'ai mis la source, qui peut être achetée sur un site numismatique américain, pour ceux qui ont de l'argent. C'est très intéressant, il y a toutes les pièces françaises, des pièces italiennes, des pièces anglaises, des pièces allemandes, et dans toutes les pièces allemandes, pièces du Saint-Empire romain germanique, etc., etc. Et vous avez entre autres cette médaille, bon ben c'est ça qui a servi, j'ai mis la source pour officialiser le truc. Donc c'est très intéressant qu'il y a eu véritablement une entente qui a duré jusqu'en 1941 entre nazis et sionistes. Cette entente, elle est concrétisée donc par un document qui est le décret 5433 du mois d'août, du 28 août 1933, qui est publié par l'équivalent du journal officiel allemand. Et compte tenu de la tournure d'esprit de certains représentants juifs qu'on appelle, enfin cette tournure d'esprit qu'on peut appeler la chutzpah, qui est le culot effronté de nier certaines choses évidentes, compte tenu que ce décret a été publié par l'équivalent du journal officiel allemand, ce même document a été publié dans le Jüdische Rundschau dans son édition du 5 septembre 1933. J'ai publié l'original en allemand dans le Jüdische Rundschau pour montrer que vraiment les sionistes avaient conclu un accord et qu'ils l'avaient publié intégralement dans leur journal. Donc vous avez la version du décret officiel de l'État allemand, plus la même version dans le journal allemand, et tout ça, Jüdische Rundschau, et tout ça traduit en français. Bien. Alors, ce document va fonctionner. Il n'est pas possible de rentrer dans les détails, mais sachez que ce document va fonctionner jusqu'en avril 1941, avec malgré tout des rivalités au sein de l'appareil nazi. Le ministère de l'Agriculture et le ministère des Affaires étrangères n'étaient pas vraiment en accord, pas favorables à l'égard de ce document de la VARA. Il a fallu l'intervention directe d'abord de Himmler et ensuite d'Hitler
pour continuer le projet de colonisation de la Palestine par les Juifs allemands. Mais une chose que vous devez savoir, on dit toujours que l'accord de Lavara a été lancé par les nazis, en lisant avec les sionistes. Ben, c'est faux. Ce ne sont pas les nazis qui ont lancé le truc. C'est la République de Weimar. 1931, République de Weimar, la crise secoue l'Allemagne, et le chancelier de l'époque, c'est le chancelier Brüning. Et pour limiter le flux de capitaux hors d'Allemagne, il va verrouiller de telle manière que ces flux de capitaux ne puissent plus continuer à vive allure. Les Juifs, avant 1933, les Juifs allemands, avaient l'autorisation de s'installer en Palestine à condition de disposer minimum de 15 000 Reichsmark. C'était la norme. À cause de ces limitations, qui étaient passées de 15 000 à 10 000, ces Juifs allemands ne pouvaient plus immigrer en Palestine. Et vous avez un sioniste qui va intervenir, qui s'appelait Sam Cohen, et qui va intervenir pour s'engager avec les dirigeants de la République de Weimar à lancer une sorte d'accord de Lavara avant l'heure. Et je vais vous lire le document officiel, c'est une pièce d'archive, je cite. Sam Cohen était un défenseur particulièrement fervent d'un tel accord. Pour contourner les restrictions imposées par le gouvernement Brüning de 1931 concernant la fuite des capitaux hors d'Allemagne, Cohen a initié à la fin de l'automne 1932 des négociations avec le gouvernement allemand qui devaient permettre aux Juifs allemands d'emporter une partie de leurs biens en capitaux allemands en cas d'émigration vers la Palestine. Donc très intéressant de savoir que c'est la République de Weimar qui a initié le projet de Lavara. Les nazis n'ont fait que le reprendre, le muscler et l'accomplir, l'achever. Il y a un document qui est dans ce bouquin. Vous savez, pour comprendre ces sujets-là, il faut voir l'aspect spirituel, il faut voir l'aspect politique, il faut voir aussi l'aspect matériel, économique. Un document, l'origine en allemand, entièrement traduit en français, les relations commerciales germano-palestiniennes durant toute l'année 1932 et durant le premier semestre 1933. Bon, eh bien c'est drôlement révélateur. Parce que quand on regarde ce tableau, d'abord il y a deux tableaux. Vous avez un tout petit tableau des exportations palestiniennes en direction de l'Allemagne, essentiellement des agrumes, citron, pamplemousse, etc. Et côté allemand, exportation allemande vers la Palestine, deux tableaux, enfin un tableau qui fait 2 pages, où l'économie allemande exporte des produits finis, des produits de qualité, du Made in Germany en direction de la Palestine. C'est-à-dire une économie palestinienne tributaire de l'économie allemande. Et chose très intéressante, vous avez 2 colonnes, vous verrez ça dans le bouquin, les exportations allemandes durant le premier semestre 1933 dans le monde entier, comparées aux exportations allemandes dans le monde entier pour le premier semestre 1932. Eh bien, le premier semestre 1933, les exportations allemandes dans le monde entier s'écroulent à cause de la crise de 29, à cause du début du boycott. Le seul pays où les exportations allemandes ne s'écroulent pas, c'est la deuxième colonne, où vous avez le premier semestre 1933, les exportations allemandes en direction de la Palestine, donc sous le règne de Tonton Adolphe, ça monte. C'est-à-dire que quand on compare les chiffres du premier semestre 1933, l'Allemagne exporte plus sous Hitler que durant le premier semestre 1932 sous la République de Weimar, en direction de la Palestine. C'est-à-dire que sous Hitler, les exportations allemandes en direction de la Palestine ne font que croître. Là, c'est les chiffres. Vous avez d'un côté plus, de l'autre côté moins. Voilà. Donc en fait, c'est très intéressant de voir que dès 1933, l'Allemagne nazie s'engage dans un renforcement économique avec la Palestine et on voit une exportation qui monte en puissance en direction de ce pays. Bon. Alors, parmi toutes les choses que j'ai pu trouver, sachez que en avril 1939, parmi tous les camps de formation pour ces juifs allemands, vous avez en avril 1939 la création en Allemagne, le mot est écrit dans le texte, d'un kibbutz. J'ai bien dit d'un kibbutz. Et c'est entre autres un de ses représentants qui s'appelait Pino Ginzburg qui demande les prix de Berlin à l'agence juive donc, de Palestine, qu'il cherche des formateurs pour la création d'un kibbutz en avril 1939 en Allemagne, pour former donc des jeunes juifs.
Et il demande que ces formateurs puissent parler en hébreu, mais aussi en allemand pour entretenir de bonnes relations avec les autorités locales. Et il y a une chose qui a été pour moi très intéressante d'étudier, c'est la tourne d'esprit des milieux sionistes et du milieu nazi. Et force est de constater que ces milieux défendaient les mêmes principes, mais opposés. Les nazis défendaient les principes de la pureté raciale germanique, de la culture germanique. Les juifs sionistes défendaient la même chose, mais en tant que juifs, ils défendaient la pureté du sang juif, la défense de la culture juive, de l'hébreu, etc. Et il y a, parmi tous les documents, deux petites informations que j'ai retirées, que je vais vous citer. Le premier document, c'est le mémorandum du 21 juin 1933 de la Fédération sioniste allemande adressé à Adolf Hitler. Je vais vous citer le passage. Que dit-il? Donc c'est la Fédération sioniste allemande qui parle. Nous voulons insérer notre communauté dans la configuration globale sur le sol du nouvel État qui a mis en place le principe des races. Notre engagement pour la notion de peuple juif établit un rapport sain et honnête avec le peuple allemand et sa situation nationale et raciale. C'est justement parce que nous ne souhaitons pas falsifier ce fondement, parce que nous sommes nous aussi contre les mariages mixtes et pour le maintien de la pureté de nature juive et refusons les transgressions dans le domaine culturel que nous pouvons, alors que nous avons été élevés dans la langue et la culture allemande, participer avec admiration et empathie aux œuvres et valeurs de la culture allemande. 21 juin 1933, texte de la Fédération sioniste allemande. Vous voyez? Et ma réaction quand j'ai lu ça, c'est que vous avez eu le 15 septembre 1935 les fameuses lois de Nuremberg pour la défense du sang et de l'honneur allemand. Comment la Fédération sioniste allemande a-t-elle réagi à ces textes qui défendaient la pureté raciale germanique? Alors j'ai regardé l'édition du 17 septembre 1935, que j'ai publié dans le bouquin, entièrement traduit. Je vais vous lire l'extrait. Sincèrement, alors je tiens à préciser, donc c'est le Jüdische Rundschau du 17 septembre 1935. Du 20 août au 4 septembre 1935, vous avez eu un congrès sioniste qui était organisé à la même époque, donc en Suisse, à Lucerne. Alors je cite le Jüdische Rundschau. Le congrès sioniste international vient de se tenir en Suisse, donc Lucerne, congrès au cours duquel il a également été très clairement mis fin au bavardage, prétendant que la judéité n'était qu'une religion. Les intervenants du congrès ont constaté que les Juifs sont un peuple en soi et que les prétentions de peuple de la judéité sont de nouveau exprimées. Je cite toujours le Jüdische Rundschau du 17 septembre 1935, suite aux lois de Nuremberg, je cite, « L'Allemagne n'a fait qu'en tirer les conséquences pratiques et accède aux demandes du Congrès sioniste international lorsqu'elle fait des Juifs vivant aujourd'hui en Allemagne une minorité nationale. Le fait que la judéité est taxée de minorité nationale rend possible le rétablissement de relations normales entre la germanité et la judéité. La minorité juive d'Allemagne a désormais le droit, grâce aux nouvelles lois de Nuremberg, de vivre sa propre vie culturelle, sa propre vie de peuple. » L'original est dans le livre, hein. Il vaut mieux être sûr. Alors, je vais terminer par ces quelques points. Vous savez, quand on s'intéresse à l'histoire, on s'attend toujours à des coups bas dans les coulisses de l'histoire, ça pue. Et plus ça pue, plus c'est vrai. Il y a des moments, même avec une pince à linge sur le nez, il y a des surprises. Il y a une chose que je vais terminer par ça. L'organisation sioniste allemande, enfin l'organisation sioniste mondiale, était dotée de ce qu'on appelle la Haganah. La Haganah, c'est la défense en hébreu, c'est tout ce qui est service, enfin tout ce qui est l'aspect militaire et service de renseignement. Il faut savoir qu'à l'origine, le siège de la Haganah était à Londres. Ce siège central s'est installé en 1936 à Paris grâce à Léon Blum, le Front populaire. Petite remarque, Léon Blum était membre de l'agence juive. Ça peut expliquer beaucoup de choses. En plus, mais ça va ensemble.
Et il y a une chose qui se passe, c'est que vous aviez un flot de juifs, essentiellement allemands, formés aux techniques agricoles, artisanales, etc., en direction de la Palestine. Et les Anglais faisaient tout pour empêcher ce flux migratoire juif en direction de la Palestine. Pourquoi? Parce que les populations arabes de Palestine commençaient à en avoir ras-le-bol de l'arrivée massive de ces juifs. Et donc, les autorités anglaises, pour éviter une rébellion, eh bien, freinaient au maximum l'arrivée de ces juifs allemands. Donc, la Fédération sioniste allemande, en liaison avec l'Organisation sioniste mondiale, en liaison avec la Ghana, ils ont dû frauder et contourner illégalement le blocus britannique, empêchant l'arrivée de ces juifs sur les côtes de Palestine. Et en 1937, les autorités sionistes, l'Organisation sioniste mondiale, ils vont créer ce qu'on appelle, en hébreu c'est Mossad le Aliyah-Bet, littéralement le comité pour l'émigration illégale, avec pour but de vraiment frauder en liaison avec les autorités politiques allemandes, je précise bien, et d'ailleurs je vais donner la référence, pour contourner ce blocus. Cela n'a été possible qu'avec l'accord suprême d'Hitler. J'ai mis la pièce d'archive en allemand, entièrement traduite. En français, je vous cite uniquement l'extrait, page 245, que j'ai mis en caractère gras parce que je trouvais que ça faisait joli. Donc, en fait, c'est un rapport établi après une discussion, je vous passe les détails, le rapport donc, de Karl Claudius, qui dit entre autres: la question de l'émigration de Juifs hors d'Allemagne vers la Palestine a été tranchée depuis par une décision du Führer, de nouveau dans le sens où il faut continuer à encourager l'émigration, malgré le blocus anglais. Donc, une volonté d'Hitler et de ses sbires de forcer. Et donc, vous allez avoir une entente renforcée avec ces mouvements sionistes et ces dirigeants nazis. Et il y a quand même des citations. Avec création donc du siège de ce mouvement du Mossad le Aliyah-Bet, donc sous l'égide de la Ghana à Paris, avec donc Léon Blum. Et il y a en particulier dans ce livre un document très intéressant en allemand, traduit en français, l'opinion et la position de la SS à l'égard du sionisme. Très intéressant de connaître l'opinion de la SS. Qu'est-ce qu'il pensait la SS du sionisme? Je vous cite qu'un passage. Il est précisé que la direction centrale du service de surveillance et d'espionnage de la Ghana sioniste se trouvait à Londres jusqu'au début de 1936. Elle a été transférée à Paris lorsque Léon Blum a pris le contrôle du gouvernement français. Ce service n'a pas seulement une importance déterminante dans toutes les organisations juives, mais au travers de son appareil d'espionnage international, il exerce une surveillance étroite des secrets politiques et économiques dont le résultat peut être exploité, si nécessaire, par la direction de l'organisation sioniste. Les gens influents de la Ghana siègent dans les principaux bureaux centraux de surveillance politique des puissances mondiales, par exemple en Palestine, au sein de l'Intelligence Service et du Secret Service, à Paris, au sein du 2e bureau, et en Syrie, le pays sous mandat français, au sein de la Sûreté Générale. Donc en fait, ce que dit la SS, c'est que ces milieux sionistes ont investi les services secrets anglais et français. Et ce n'est pas tout. Et ça, je vais vous donner la référence. C'est que cette organisation de la Ghana, il y a un personnage très important qui s'appelait Pino Ginzburg, qui était interrogé en 1985 et qui disait que son organisation en question, donc le comité donc, pour l'immigration illégale, travaillait directement avec la Gestapo, et il précise, je le cite, « car nous ne pouvions pas mener une telle entreprise en Allemagne sans que les autorités n'en aient pas connaissance. » Donc il y a vraiment une collusion entre ces deux mondes. Et là où ça va très loin, c'est que vous allez avoir une succursale de ce mouvement, de ce comité d'immigration illégale à Vienne, qui va s'installer rue Marc Aurèle, exactement en face du siège de la Gestapo. Et ils vont collaborer, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, parce que, comme le dit celui qui a écrit le bouquin dont je donne les références,
Ehud Avriel, jeune autrichien à l'époque, enfin jeune juif autrichien à l'époque, qui va devenir israélien à partir de 1948 et ambassadeur d'Israël à Rome, il explique qu'en fait, il collaborait dans le sens qu'il se rendait, enfin ils se rencontraient sur rendez-vous. Il traversait la rue, donc le siège de la Haganah, en face le siège de la Gestapo, il prenait rendez-vous pour gérer le flux migratoire juif en direction de la Palestine. Et, chose incroyable, c'est que son livre, Open the Gates, où il raconte tout ça, a été préfacé par le Premier ministre israélien Golda Meir, qui confirme donc cette politique. Un des responsables de l'équipe de Ehud Avriel s'appelait Agami. Et il faut à tout prix que je vous cite le passage absolument incroyable. D'abord, je vais vous citer ce que disait Ehud Avriel. Dans l'Allemagne d'avant-guerre, ces opérations n'étaient ni illégales, ni secrètes. Le bureau de la Gestapo, situé juste en face du nôtre, savait parfaitement où nous étions et ce que nous faisions. L'illégalité n'a commencé qu'au niveau des côtes de la Palestine avec le blocus britannique. On voit, il y a vraiment une collusion entre ces deux mondes. Et cette collusion, parfois, il y avait des problèmes. Il y a eu, par exemple, un problème du départ de ces juifs allemands en direction de la Palestine. Les autorités britanniques ont chopé, un transbordement de juifs d'un bateau à un autre. Enfin bref, l'affaire a très mal tourné et ça a été annoncé publiquement. Enfin bref, vu l'échec du projet, un des responsables de la Haganah à Vienne a été convoqué au siège de la Gestapo. C'était très facile, il n'y avait qu'à traverser la rue. Et j'ai recopié le passage de l'entretien relevé par Ehud Avriel dans son livre Open the Gates. Le responsable de la SS accueille ce juif autrichien qui s'appelait Agami, il l'accueille courtoisement. Ce SS s'appelait Lange, et je vais vous lire le passage. Lange, incidemment, votre dernier transport vers la Palestine n'a pas été un brillant succès. Agami, excusez-moi, la destination du convoi, qui a reçu une publicité excessive, était le Mexique, pas la Palestine. Vous connaissez la personne qui a obtenu les visas pour moi. Lange, bon d'accord, c'était le Mexique, mais vous devez savoir qu'il y a une forte pression anglaise sur la Yougoslavie pour décourager tout transit de juifs vers son territoire. Les Britanniques, dans tous les cas, semblent penser que ces convois devaient se rendre en Palestine. Donc vous voyez le côté pas dupe du Lange, qui sait très bien que en fait, le Mexique, ce n'est pas plus le Mexique que le Guatemala, c'était la Palestine. Et le Lange lui donne un papier à signer, qui est le suivant, à Agami, ce représentant de la Haganah à Vienne en 1938. Je sous-signé citoyen de la Palestine, engagé dans l'organisation de l'immigration des Juifs du Grand Reich allemand vers l'hémisphère occidental, affirme que la destination des convois est en ce moment le Mexique. Donc vous voyez le côté ironique, ubuesque, il savait très bien ce qu'il faisait, mais l'essentiel pour les dirigeants de la Gestapo et la SS, c'est que les Juifs dégagent, donc allez-y les gars. Et de leur côté, les gens de la Haganah faisaient le boulot avec des échecs. Alors je vais terminer par ce point. J'aurais voulu dire plein d'autres choses, mais faute de temps, je ne peux pas. Le grand patron de ces affaires-là, côté allemand, côté nazi, en 1938, à Vienne, c'était Adolf Eichmann. Et là, quand même, je suis tombé des nues. Le terme utilisé... Adolf Eichmann avait un bras droit. Le terme exact utilisé par Ehud Avriel pour définir les liens professionnels entre Eichmann et son bras droit, c'était l'assistant d'Eichmann. Cet assistant s'appelait Berthold Storfer. C'était lui qui était chargé des relations entre Eichmann et les gens de la Haganah. Et il faut savoir que l'assistant d'Eichmann pour les affaires juives, donc de flux migratoires juifs vers la Palestine, Berthold Storfer, assistant d'Eichmann, était juif. Juif converti au catholicisme. Je n'ai jamais pu savoir à quel âge, c'était 15 ans, 20 ans, 25 ans, mais pour les nazis, converti, ça n'a aucune valeur. Et d'ailleurs, il terminera à Auschwitz en novembre 1944, Berthold Storfer. Mais les pièces d'archives allemandes disent bien ceci, que ce Berthold Storfer était, je cite, coordinateur pour toutes les actions concernant l'immigration avec le soutien des autorités allemandes. Donc c'est très intéressant de voir qu'il y a eu
dans ces milieux-là, une volonté de favoriser l'émigration juive en dehors de l'Allemagne. Sachez qu'entre 1933 et 1941, 352 000 juifs germanophones ont pu quitter l'Allemagne, l'Autriche, la Bohême-Moravie, et plus de 80 000 s'installent en Palestine avec une formation en agriculture, etc. Et que tous ces éléments ont rendu possible la création de l'État d'Israël en 1948. Je tiens à préciser que vous avez eu des moments de tension entre ces nazis et ces sionistes. Il y a eu des moments, à un moment donné, Adolf Eichmann convoque le nommé Agami, celui qui avait rencontré le SS Lange, et il lui dit à un moment donné, soit vous disparaissez, soit je vous fais disparaître. Donc vous voyez des moments de tension. Bon. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a eu, de la part des autorités nazies et des dirigeants sionistes allemands, une coopération qui a abouti, qui a commencé en 1933, qui avait déjà même commencé un peu avec la République de Weimar, qui a duré jusqu'en avril 1941 et qui a permis la formation de plusieurs dizaines de milliers de juifs allemands en technique agricole, etc., d'évacuer plus de 350 000 juifs d'Allemagne. Et on peut dire que les nazis ont apporté leur pierre à la création de l'État d'Israël. Il est vrai, je terminerai par ça, que dans les écrits de Herzl, il est bien dit, les antisémites nous aideront dans notre cause. Je vous remercie.